Bonjour à tous et bienvenue dans le premier Intersection X de la semaine. Printemps numérique est là pour vous écouter et vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Alors que de nombreux marchés s'effondrent à cause du confinement pour lutter contre le Covid-19, celui du jeu vidéo semble tirer son épingle du jeu. Les ventes de jeux vidéo ont augmenté de 34% en Amérique du Nord, celles des consoles de plus de 63%. La tendance est la même sur l'ensemble du globe. Leur utilisation encore remise en question ces dernières années est finalement plébiscitée d'un point de vue scientifique pour aider en période de confinement. L'Organisation mondiale de la santé et l'industrie du jeu vidéo lancent même une campagne commune Play Apart Together pour promouvoir la distanciation sociale. Les studios de jeux vidéo doivent alors faire face à d'autres défis pour s'adapter à la forte demande de leurs consommateurs. Cette semaine, Intersection X aborde le sujet de comment l'industrie du jeu vidéo sort gagnante de la crise actuelle. Au programme analyse, conseils et exemples pour mieux vous en sortir comme entrepreneur. Pour démarrer cette thématique de la semaine, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Malik Boukira de chez Spirit Games. Malik est designer, directeur créatif et cofondateur de Spirit Games, un studio de développement de jeux vidéo indépendant fondé en 2012 à Montréal. Le studio se spécialise dans la création de contenu original pour consoles et PC. Le studio a un intérêt particulier pour l'innovation et le design. Spirit Games a produit plusieurs jeux, dont Tiny Brains et Homicide. L'équipe travaille en ce moment sur un nouveau projet, Project Wheatstone. Il nous partagera son expérience durant la crise, nous donnera ses avis et ses conseils. Malik, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans Intersection X. Mhm. Merci d'avoir accepté notre invitation afin d'entrer dans le vif du sujet qui est comment l'industrie du jeu vidéo sort gagnante a priori de la crise actuelle. J'aimerais que tu présentes davantage Spirit Games. Vous êtes un studio indépendant. Peut-être tu peux nous en dire plus sur la taille de ton équipe, le type de projet que vous avez actuellement, les projets que vous avez en cours et nous expliquer davantage qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Mhm. Donc, comme tu as mentionné, Spearhead Games a été fondé en 2012 par... personnellement, j'étais à Ubisoft, Electronic Arts avant, mon partenaire était à EA aussi. Puis avec plusieurs personnes qui avaient de l'expérience AAA aussi auparavant. Ensuite, on a apporté des nouvelles personnes. Donc, on venait un peu avec ce bagage-là déjà préétabli de développement. Donc, un Euh, bagage qui vient plus des gros studios pour créer quelque mhm. chose plus indépendant. Donc. Exactement. Au fond, l'idée, c'était de créer des jeux peut-être justement un peu plus innovants qui bénéficient de l'agilité, la flexibilité d'être une plus petite équipe versus disons, un engin de production massif comme les AAA peuvent faire. Donc, du coup, on est à une assez petite équipe. En général, on est aussi autour d'une quinzaine de personnes. Il y a quand même une bonne partie qui sont là depuis 8 ans avec nous, depuis le début. Puis on spécialise dans les jeux donc console et PC, donc des jeux qu'on appelle premium dans l'industrie, c'est-à-dire que tu payes puis tu as le jeu par opposition free-to-play. On s'est essayé une fois dans le free-to-play, mais pour une petite équipe, c'est beaucoup de travail. Puis c'est pas une bonne idée en fait, on s'est rendu compte. Euh, donc, on se spécialise plutôt dans ce genre de jeu qu'on sort pour console et PC, digital pour la plupart du temps aussi. Ok. Donc là, tu disais, vous êtes une quinzaine de personnes en général pour les projets. Est-ce que pour le projet que vous êtes en train de développer en ce moment, c'est le cas aussi? Oui, on est 17 spécifiquement, mais c'est toujours autour de ces eaux-là, oui, qu'on est. Donc, comment présenter en fait l'impact que la crise a eu sur ton entreprise, sur l'organisation? Tu parlais que vous êtes davantage dans euh, une mouture d'innovation, d'agilité, d'essai-erreur. Donc, j'imagine que la communication à l'intérieur de l'équipe doit être un élément très important. Comment ça se passe? Comment le Covid a impacté justement votre entreprise, votre organisation, on va dire, quotidienne et comment vous en êtes sorti? Je dirais pas qu'on s'en est sorti encore, mais disons qu'on se débrouille à tout le moins. Mais oui, effectivement, je parlais d'agilité, de flexibilité. Une grande partie de ça vient de la communication. Normalement, on est tous assis dans la même pièce parce qu'on est assez peu nombreux pour se le permettre. Donc, s'il y a quelque chose à discuter, ça peut se faire spontanément. S'il y a un meeting à avoir, on peut l'avoir immédiatement. On n'a pas besoin de, de prendre rendez-vous, d'avoir une logistique particulière. Puis même la transmission d'informations se fait beaucoup plus naturellement. Entendre quelqu'un parler d'un sujet, on sait que ça a lieu. Voir ce qui se passe dans l'écran de quelqu'un, c'est toutes des petites choses, des petits détails qui font en sorte que les choses sont extrêmement efficaces en termes de communication.
Puis donc, ça a un impact aussi au niveau créatif, au niveau de la contribution de tout le monde, au niveau de la compréhension de ce qui est en train de se passer dans le projet. Justement, d'un point de vue créatif, le fait que toute l'équipe soit explosée comme ça, il n'y a pas forcément le côté brainstorm, le côté échange d'idées et surenchérissement des idées pour aller vers le plus loin possible dans l'aspect créativité. Comment on gère justement cet élément-là? Comment on fait pour faire en sorte que la distanciation ait un impact le moins négatif possible? Au fond, ce qu'on essaie de faire, c'est de multiplier les méthodes de communication. Donc, par exemple, on a toujours Slack qui est un outil de communication par texte, par chat, avec des channels, etc. Ça, c'est toujours actif. Récemment, on a aussi ouvert Discord parce que c'est très facile de partir une conversation vocale naturellement. On a Google Hangout. Donc, on essaie de varier les méthodes de communication pour créer autant de canaux que possible. Du coup, bon, les échanges d'idées, en ce moment, la chose la plus spontanée, c'est d'échanger sur le chat. Puis bon, si les gens portent attention, ils vont pouvoir participer. C'est sûr que quand quelqu'un travaille sur un écran, c'est pas pareil que faire partie d'une conversation. Il y a une perte, mais elle est moins grande que si on n'avait pas cet outil-là. Je pense qu'il fait une énorme différence. Après, on essaie de prendre l'habitude disons, d'établir des moments de discussion verbale régulièrement pour échanger, regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur du jeu. Ce qui, normalement, se serait fait probablement de façon beaucoup plus naturelle. Là, on est obligé disons qu'il y a des choses qui étaient automatiques, passives, qu'on est obligé d'essayer de conscientiser, de prendre conscience qu'on a besoin de ces moments-là, puis de prendre une action concrète pour y arriver. Donc, c'est bizarre. Autant on dit, bon, la créativité a un côté très spontané, autant dans ce cas-ci, on est obligé de provoquer, si on veut, ces moments-là. Ils sont beaucoup moins naturels. C'est quelque chose qu'on doit activement rechercher. Au-delà du côté organisation et peut-être gestion quotidienne de l'organisation, est-ce que l'arrivée du Covid, l'annonce du confinement, etc., a eu un impact précis sur le développement du projet que vous avez en tant que tel? Donc peut-être plus d'un point de vue entente de partenariat ou développement des ventes, etc., dépendant où vous êtes rendu dans le projet, quel type d'impact concret ça a eu sur le projet justement que vous avez en cours? On a été assez chanceux dans le sens que, en termes de développement d'affaires, on venait juste de signer un contrat pour du financement, etc., pour ce projet-là, qui devrait nous amener suffisamment loin pour qu'on voit ce qui se passe un peu plus clairement avec le COVID. Mais ça, c'est vraiment une question de timing. C'est de la chance, si on veut, dans le sens que l'an dernier, si c'était arrivé, on aurait été en plein développement d'affaires, on se sera en train de se préparer à aller à GDC à San Francisco, à l'E3 à Los Angeles, parce que c'est les moments où il y a beaucoup de contacts qui se font, beaucoup de communication au niveau affaires, rencontrer des distributeurs, rencontrer des investisseurs, etc. Est-ce que peut-être tu pourrais nous décrire un peu plus justement le timeline qu'il peut y avoir dans le développement d'un projet de ce genre, de manière à ce que peut-être les entrepreneurs des autres industries, des autres types d'entreprises puissent faire une équivalence et voir où eux se situent par rapport à ça? Donc, c'est un développement logiciel. Donc, en général, c'est que le financement est au moins partiellement ou totalement établi quand le projet débute. Okay. Parfois, pas nécessairement. Bon, surtout pour les indépendants, des fois, ils ont juste assez de budget pour développer un prototype, un démo du jeu. Puis ensuite, justement, le développement d'affaires, c'est d'aller présenter ce démo de jeu pour trouver un distributeur ou un investisseur qui est prêt à mettre la suite du financement pour développer le reste du projet. Donc, si cette partie-là est faite, en fait, ça veut dire que le projet est suffisamment financé pour passer au travers de la crise. Okay. Surtout s'il est financé jusqu'au bout, jusqu'à la sortie, qui en général est assez fréquent pour des projets justement qui sont assez avancés. Dans le cas contraire, ça peut être un très gros problème. Si justement le studio avait prévu, bon, on a le budget pour faire un démo pour ce projet-là, ensuite on va aller le présenter à GDC, à E3, puis commencer à en parler, ben ça pourrait tomber à l'eau. Ça se fait évidemment à distance avec les vidéos et tout, mais j'ai toujours trouvé que c'était pas pareil. Il n'y a rien de tel que rencontrer les gens en personne. C'est plus difficile.
C'est plus Oui, difficile. c'est un challenge supplémentaire, disons. C'est pas impossible, mais disons que ça met des bâtons un peu dans les roues. C'est beaucoup moins fluide. Là, si cette situation du Covid dure, on va dire jusqu'à 2021-2022, quel Mm. type d'impact ça peut avoir sur la suite du développement de votre projet? Dans le sens où il va y avoir le lancement, il va y avoir l'annonce officielle, il va y avoir tous ces éléments-là. Mhm. Comment tu vois ça? Est-ce que ça va plutôt être quelque chose de positif, comme on voit que l'industrie du jeu vidéo s'en sort plutôt bien à cause du confinement, ou est-ce que, à contrario, tu vois ça d'un point de vue peut-être un peu plus négatif? Je dirais que c'est neutre dans le sens que il y a des choses qu'on pourrait faire en termes de promotion. Par exemple, aller dans des shows comme PAX, qui est un, je sais pas comment dire en français, un Consumer Trade Show, où en gros, à PAX, par exemple, 60 000, 70 000 joueurs vont se présenter. À Okay. Montréal, il y a le Méga qui est un peu la même chose Ouais. en plus compact, mais c'est des opportunités justement autant pour rencontrer les médias que les joueurs commencer à se faire une communauté autour du jeu. Toutes ces choses-là pourraient ne pas avoir lieu, donc il va falloir trouver d'autres façons de Faut trouver une communiquer. alternative pour pouvoir faire la promotion justement de son jeu, de son projet, malgré Exact. l'annulation de ce type d'événement-là. Exact. Ces méthodes-là existent potentiellement. Il va falloir justement mettre à jour un peu nos connaissances de qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, considérant les circonstances. Où est-ce que les gens vont pour avoir de l'information, pour découvrir des nouveaux jeux, etc. Est-ce Donc, qu'on a il y a cet déjà une aspect-là. idée justement de ces nouvelles pratiques? Parce que là, on s'entend qu'avec le confinement, on s'adresse aux personnes qui jouent déjà en temps normal, mais on a aussi été chercher des personnes qui sont peut-être des joueurs, on va dire, de manière ponctuelle, mais qui, là, ont pris une habitude de jeu à Mhm. cause du confinement. Donc, ces pratiques, là, ces nouvelles pratiques de recherche, de questionnement, de sélection des jeux, est-ce qu'on commence déjà à les voir? Personnellement, j'ai pas pris le temps vraiment de regarder parce que justement, on n'est pas rendu à ce point-là. La question, c'est justement ces gens qui ne sont pas des habitués, disons, de la, disons, des communications de jeu. Où est-ce qu'ils sont? C'est une bonne question. Je soupçonnerais qu'ils sont justement dans des médias un peu plus mainstream, disons, des médias qui ne couvrent pas typiquement juste des jeux vidéo. Qui probablement aussi eux-mêmes s'intéressent un peu plus aux jeux vidéo parce que c'est un contenu, contrairement au cinéma qui est un peu en pause en ce moment, les jeux vidéo continuent à sortir. Donc, je pense il y a quelque chose, une tendance naturelle à ce niveau-là qui va se créer. Ça serait ma prédiction un peu à ce niveau-là. Nous, personnellement, en général, dans le type de jeu qu'on fait, c'est un peu plus pointu. On n'est pas un Assassin's Creed ou un Call of Duty ou un jeu qui a une portée mondiale. Donc, euh, honnêtement, je suis même pas sûr que ce nouvel auditoire s'intéresse à nous à la base en tant que développeur indépendant. Okay. Peut-être, mais n'ayant pas sorti un jeu récemment, je pourrais pas dire, hey, c'est bizarre, il y a toute cette nouvelle auditoire que normalement n'aurait jamais acheté le jeu qui s'intéresse. Euh, mais j'ai l'impression que c'est à plus grande échelle qu'on va sentir cette différence. Je pense pas que quelqu'un qui vient récemment de redécouvrir les jeux vidéo en s'achetant une Switch, par exemple, va regarder ce qui se passe au niveau indépendant plutôt que regarder, disons, les gros jeux que Nintendo va sortir, les Mario, Zelda, etc. en premier. Est-ce que ça serait justement un support dont les studios indépendants auraient besoin pour pouvoir eux aussi surfer sur cette vague-là de Mhm. relance économique? Est-ce que ça, c'est une des aides peut-être ou accompagnement que vous pourriez espérer? Absolument. Tout ce qui est visibilité, c'est toujours un des plus gros challenges pour un développeur indépendant. Il y a beaucoup de jeux qui sortent, puis quand on essaie d'avoir une visibilité comparée à des mastodontes, je sais pas, moi, Ubisoft qui pourrait mettre des dizaines de millions en marketing sur un jeu, c'est délicat de trouver son angle pour être simplement aperçu. Euh, donc oui, ce genre d'aide est souvent exactement ce qui est nécessaire pour aider. Oui. Est-ce que là, on se rend compte, bon, ça fait déjà la neuvième semaine qu'on est en confinement. On commence à parler de déconfinement un peu partout. Bon, Montréal, ça a encore été décalé, mais est-ce que on est
est-ce qu'on voit une certaine habitude? Donc, tu disais que vous en êtes pas rendu compte parce que justement vous êtes indépendant et vous n'avez pas sorti quelque chose dernièrement, récemment pour voir un impact. Mais est-ce que tu penses, d'un point de vue quand même expert de cette industrie-là et entrepreneur dans cette industrie-là, que c'est quelque chose qui pourrait durer ou une fois que le déconfinement va être vraiment terminé, les non-joueurs habituels vont reprendre leurs activités normales et vont laisser tomber ça, ou tu penses que justement à partir du moment où on a commencé ou recommencé à goûter au jeu, on va quand même s'y intéresser de plus en plus? Je pense que oui. Par exemple, les gens qui ont acheté des nouvelles consoles, j'imagine que certaines personnes vont les revendre ou peu importe, mais maintenant c'est dans la maison. Je pense qu'il y a un certain pourcentage de ces personnes-là qui vont maintenant être convertis, pas nécessairement en hardcore qui vont acheter un jeu par mois, mais en joueurs occasionnels qui deviennent en quelque sorte une nouvelle clientèle des jeux consoles parce qu'auparavant, ils n'avaient même pas pensé en acheter, mais là, c'est devenu euh, comme une bouée de sauvetage, disons, dans le confinement. Une nouvelle habitude. Oui, exactement. Donc, je pense qu'il y aura un élément de rétention là-dedans. Je pense pas que tout le monde va rester, mais on va regarder un pourcentage. Combien? On verra en temps et lieu, mais c'est sûr que je pense qu'on va avoir une quantité de personnes qui vont rester. Est-ce que cette crise et le confinement que ça a amené, justement d'un point de vue rétention de cette nouvelle clientèle et peut-être aussi d'un point de vue nouvelle manière de penser, nouveau paradigme de pensée et de réaction, va changer quelque chose ou va peut-être orienter un petit peu les nouveaux projets que vous pourriez avoir. Donc là, vous êtes encore en développement par rapport à Project Witchstone, mais est-ce que vous commencez déjà à réfléchir ou à identifier des besoins que vous pourriez peut-être combler avec des nouveaux systèmes ou types de jeux ou thématiques? Non, mais c'est effectivement le genre de choses qu'on ferait si on était à ce croisement de chemin. Comme je disais, en jeu vidéo, c'est un peu des cycles qui peuvent durer minimum un an, parfois plus, moins, parfois plus. Donc, dépendamment où on est, ça peut devenir effectivement une question cruciale. Honnêtement, les jeux vidéo, c'est en constante fluctuation, les habitudes, le marché, etc. C'est extrêmement dangereux de prendre pour acquis que ce qui marchait l'année dernière va fonctionner de manière identique l'année suivante. Donc, est-ce que ces nouveaux clients, est-ce que c'est le confinement a changé quelque chose? Probablement. Et oui, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'œil dans tous les cas. Quand on sort un jeu dans les 3 prochains mois, donc directement en plein dans le jus ou même dans un an, 2 ans, je pense qu'il va falloir définitivement garder un œil parce que oui, si ce pourcentage de rétention est assez élevé, c'est peut-être un nouveau type de clientèle à regarder en termes de type de jeu qu'ils apprécient, du temps qu'ils mettent. Est-ce qu'ils vont simplement augmenter une catégorie de joueurs qui existe déjà ou est-ce que ça va devenir un nouveau type de besoin? Ça, on pourrait pas le dire immédiatement. On pourrait prendre le bet que ça va être proche de certains types de joueurs occasionnels, mais pas nécessairement. Donc, ça veut dire qu'il faut rester quand même à l'écoute des opportunités, même si on est un studio de jeux vidéo, peut-être davantage en étant indépendant d'ailleurs, parce qu'on n'a pas cette masse marketing derrière à cause de finances qui sont évidemment moindres que les très gros studios internationaux qu'on connaît. Comment un studio de jeux vidéo, qui est quand même une entreprise très différente et avec tu le dis, hein, qui est très cyclique. Comment on fait justement pour rester à l'affût des opportunités, même si vous, là, par exemple, vous n'êtes pas encore rendu au lancement de votre jeu, il faut quand même que vous commenciez à avoir à l'esprit qu'il y a des choses qui ont probablement changé, que aujourd'hui on parle de on sait que le Covid va rester encore présent longtemps, peut-être jusqu'en 2022, peut-être même après, qu'il va falloir apprendre à cohabiter avec. Donc, comment on peut déjà se dire, OK, bon, je suis dans le milieu des jeux vidéo, mais je suis quand même entrepreneur. Comment je fais pour anticiper ces choses-là? Déjà, la première des choses, c'est toujours se garder renseigné. Ça fait partie de la routine. Il faut toujours voir ce qui se passe. Faut jamais, comme les choses changent tellement vite et qu'il y a tellement de paramètres, il faut jamais prendre de retard sur ce qui se passe. C'est extrêmement risqué parce que sinon on en perd un bout, on perd le fil.
Puis ça, peu importe dans quel moment du cycle on se trouve, il faut toujours le conserver parce que quand ça devient important, parce qu'on commence à penser par exemple à une stratégie de marketing ou disons à quel type de jeu on veut faire si on est en train de commencer la conception d'un jeu, ces informations devraient déjà être au moins partiellement acquises ou on devrait connaître un peu le fil. Après, je pense que c'est impossible de prévoir vraiment de façon très précise quoi que ce soit en jeu vidéo parce qu'il y a tellement de choses, disons, de facteurs qui peuvent affecter la moindre aspect de façon simultanée que il finit toujours par y avoir un aspect qu'on pourrait associer à de la chance parce que c'est impossible de tout savoir, tout simplement. Même si en théorie, ça serait possible. Quel type de facteur peut être vraiment déterminant pour la bonne réussite d'un jeu? Est-ce que c'est lié au calendrier de lancement d'autres plus gros studios? Est-ce que c'est lié à une thématique d'un jeu finalement qui est tellement semblable avec celle sur laquelle on a travaillé? Quel type de critères? Ce que tu as mentionné, c'est des critères qui sont quand même assez importants, puis justement sur lesquels on n'a pas nécessairement de contrôle a priori. Qu'est-ce qui sort en même temps? Des fois, on peut le prévoir. Des fois, il y a des délais, il y a des changements qui fait que on peut se retrouver à lancer le même jour qu'un gros jeu AAA qui prend toute la... Ça nous est arrivé d'ailleurs. C'était c'était pas de la chance, tout simplement. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu qui arriverait, mais ça s'est arrivé. Effectivement, le type de jeu qui sort avant, pendant et après. Des fois, ça aide quand c'est un genre similaire. Si on tombe sur un moment où il y a un engouement particulier, ça peut aider. Si on tombe sur quelque chose qui est plus gros et qui ressemble et qui écrase le genre de jeu qu'on fait, ça peut nuire. Puis ça, c'est des éléments qui sont très difficiles à contrôler. Surtout si ça fait un certain temps pendant lequel on travaille sur un jeu et qu'on apprend 2 mois avant la sortie, il y a ça qui va se passer, comment on va le gérer. Donc c'est le genre de choses un peu... L'industrie du jeu vidéo a quand même cette habitude un peu de naviguer avec une vue limitée, dans le sens où oui, on avance, mais on ne sait pas si au moment du lancement, on va avoir tous les vents dans la bonne direction pour pouvoir avancer. Donc, c'est quand même une industrie qui a l'habitude un peu de la gestion de crise. Est-ce que tu penses que cette habitude de devoir gérer justement ces inconnus-là aident en ce moment à peut-être prendre les choses avec plus de recul? Comment tu ressens ça? Est-ce que du coup, vous avez une certaine habitude de vivre cette pression-là et cette gestion de crise-là? Je pourrais pas parler nécessairement pour tous les autres studios, mais pour nous, oui, définitivement, on a vu d'autres choses, on a vécu toutes sortes de trucs. Ça, c'est une nouveauté, mais on a l'habitude d'avoir à dealer avec des changements. Donc, effectivement, pour nous, c'est pas une catastrophe. On peut essayer de s'adapter assez rapidement aux changements. C'est justement une des raisons pour lesquelles je parlais de flexibilité. C'est aussi pour ça. C'est pour s'adapter à peu importe ce qui se passe et être capable de réagir en un claquement de doigts à une nouvelle réalité qui peut s'imposer, qu'on peut percevoir un peu tard, disons. D'un point de vue, on va dire, très global, en dehors peut-être de l'aspect exclusivement jeu vidéo, comment on fait pour se préparer à ce type d'imprévu-là? D'un point de vue gestionnaire, d'un point de vue entrepreneur, comment on fait? Est-ce qu'il y a des clés de compréhension, des conseils peut-être à avoir, certains conseils que tu pourrais partager avec des plus jeunes entrepreneurs? Ouais, ben, pour moi, c'est toujours équilibrer l'aspect production avec l'aspect humain, qui est pas sous-estimé en fait. En cas de crise, on peut facilement dire, oh, le projet risque d'être, disons, compromis. On va mettre de la pression, mais c'est dangereux de faire ça. C'est, d'un point de vue éthique, disons en général, sur comment traiter des employés, mais d'une façon générale, je pense que c'est important de considérer cet aspect-là. Comment s'adapter globalement en termes d'équipe, d'individus, puis pas simplement en termes de production, de output. Parce que si à court terme, peut-être qu'on peut penser à, OK, comment garder disons, le milestone qu'on s'est fixé les 2 dernières semaines à jour est une chose, mais surtout à long terme, on ne sait pas dans combien de temps ça va durer cette crise-là. Je pense que c'est important de considérer l'aspect humain.
l'aspect mental, psychologique de la chose, les conditions physiques même de travailler à distance. C'est tous des facteurs que je pense qui sont absolument importants à considérer. Dans ce cas-ci, et en général, je pense qu'il faut jamais oublier le côté humain quand on gère une crise. Alors, on a souvent en tête justement la gestion humaine qui parfois peut être très à remettre en question dans l'industrie du jeu vidéo, surtout dans les très gros studios. Comment, selon toi, puis tu as la liberté d'exprimer tes sentiments par rapport à ça, mais comment tu vois le confinement justement et le travail à distance par rapport à ces habitudes de travail qui parfois peuvent être plus inhumaines qu'autre chose, surtout quand on se rapproche le plus possible d'un lancement et qu'il y a énormément de choses encore, énormément de travail à abattre. Est-ce que tu penses que le confinement vient aider parce que pour le coup, ces développeurs-là vont être dans leur environnement à eux et peut-être se sentiront plus à l'aise et plus en santé d'un point de vue mental, ou au contraire, le fait d'être à distance rend cette problématique encore plus difficile? D'après moi, c'est pire parce que c'est déjà un problème en confinement, même en temps normal, d'établir des limites, des balises de le travail versus pas le travail, etc. Parce qu'on partage le même environnement, on partage. En plus, en jeu vidéo, bon, autant on travaille sur des jeux, mais beaucoup de développeurs jouent aussi sur le même ordinateur que sur lequel ils travaillent. Ouais. Donc, la frontière entre les deux devient floue. Si en plus, on commence à faire beaucoup de temps supplémentaire, à un moment donné, je suis même pas sûr qu'on fait la différence entre le travail et le reste de la vie, ce qui me paraît très dangereux d'un point de vue de santé mentale. Donc, ça, je pense que c'est un enjeu encore plus particulièrement disons, faire attention. Disons, les temps sup, travailler beaucoup, ça peut arriver justement en période de fermeture d'un projet, mais si c'est quelque chose qui devient systématique, ça peut être extrêmement dangereux. J'aimerais m'adresser aux personnes qui nous regardent ou nous écoutent en ce moment. Si jamais vous avez des questions que vous aimeriez poser, autant sur votre connaissance ou votre désir d'approfondissement de l'industrie du jeu vidéo ou la manière dont Spirit Games a peut-être réagi par rapport à certaines choses, n'hésitez pas. Vous pouvez dans les commentaires nous indiquer vos questions. J'ai encore quelques points à voir avec Malik. Si on veut finir peut-être sur un point, on va dire, plus global, humain, selon Malik Boukira, donc l'entrepreneur, mais peut-être surtout l'humain, de quoi demain serait fait? Que ça soit autant d'un point de vue entreprise, économie en général ou industrie du jeu vidéo, à quoi voudrais-tu que demain, post-Covid, après Covid, en même temps que le Covid, peu importe comment on l'appelle, qu'est-ce que tu aimerais voir dans le monde d'après? J'espère que ça va apporter certaines remises en question, certains questionnements sur les pratiques en général, puis amener quelque chose de positif en bout de ligne. Je pense qu'on est suffisamment perturbé. Justement, le concept de travailler à la maison, les concepts de justement mettre des balises pour quand travailler, quand ne pas travailler, ce genre de questions de santé mentale. J'espère que c'est quelque chose qui est vraiment qui va rester, qui est pas juste on va gérer une crise, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais plutôt que ça démarre une certaine réflexion sur comment on travaille en fait, tout simplement, et comment on peut mieux travailler de façon peut-être plus positive, plus humaine en général. Est-ce que tu vois justement un environnement où il y aurait encore plus de joueurs, ou justement tu penses que vu la crise qu'on a actuellement, peut-être ça serait bien de remettre des valeurs de partage ou humaines ou plus physiques et concrètes de l'avant? Oui, absolument. En fait, en ce moment, si on avait un jeu à sortir, on essaierait probablement de faire un jeu coopératif ou quelque chose comme ça, un jeu plus social. On l'a déjà fait par le passé avec Tiny Brains. Comme je disais, en tant que cycle, on peut pas réagir si rapidement qu'on va sortir un jeu dans une semaine, mais effectivement, je pense que encourager la resociabilisation prudente à travers le jeu vidéo, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait une bonne idée.
Je pense qu'en ce moment, ça serait particulièrement populaire si l'occasion se prêtait. J'encouragerais des gens qui en ont l'opportunité, qui sont développeurs, de sortir ce genre de jeu, disons. Donc d'être là pour pousser l'aspect plus positif, plus humain et partage, peu importe la plateforme qu'on utilise, que ça soit à travers du divertissement numérique, vidéo, ou alors à travers des jeux vidéo, pousser le plus possible le rassemblement humain. Oui. Merci beaucoup Malik pour cet échange que je vais essayer de résumer brièvement. Ce que tu nous disais principalement d'un point de vue conseil, c'est de multiplier les canaux de communication maintenant qu'on travaille en télétravail. Il y a une diminution aussi de l'aspect naturel du quotidien, dans le sens où quand on travaille dans le même bureau, on a cette facilité, cette capacité de communication et rapidité de réaction et de communication qu'on a perdu un peu avec justement cette distanciation. Donc essayer de remettre ce côté naturel le plus possible de l'avant pour réussir aussi à rester de l'avant d'un point de vue plus entreprise. Cette fois faut rester proche de son public, de ses affaires, de l'habitude de consommation qu'on peut avoir, suivre le plus possible ce qui se passe sur le marché pour essayer d'anticiper un peu les réactions que le marché pourrait avoir, garder le facteur humain en tête le plus possible, dans le sens où, en tant que gestionnaire ou entrepreneur, c'est important de savoir comment on va s'en sortir d'un point de vue production, d'un point de vue financement, etc. Mais il faut surtout garder l'aspect humain le plus possible au cœur de nos préoccupations. Faire attention au respect du temps de travail et de sa vie personnelle, surtout pour des joueurs qui peuvent et travailler dans le milieu des jeux vidéo et aussi être des joueurs dans leur vie privée. Donc la séparation peut être très mince, donc faire attention à ça. Et pour finir sur une note positive, l'espoir est surtout de voir que cette crise va peut-être nous amener à une remise en question, garder aussi la question de la santé mentale en tête, la flexibilité du travail aussi qui devrait rester présente pour le futur. Je te remercie beaucoup Malik pour le partage de tes avis, de tes conseils. Intersection X n'est pas fini, Printemps numérique reste là pour vous écouter, vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Nous continuons jeudi prochain avec la même thématique, comment le Covid-19 a impacté l'industrie du jeu vidéo, au programme des réactions, des conseils, des exemples pour mieux vous en sortir dans cette situation. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain, 15h. Nous aurons le plaisir d'accueillir Nadine Gély, directrice générale de la Guilde du jeu vidéo du Québec, qui a pour mission de faire la promotion locale et internationale de l'industrie du jeu vidéo du Québec. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous. Faites attention, profitez du soleil quand il y en a. C'est très bon pour le moral. Prenez soin de vous. Je vous dis à jeudi. Bye bye. Merci.